Je vais donner la parole au docteur Rabia Bouali Ben Azouz en soulignant que, comme Hamid Ben Azouz, aujourd'hui c'est sa journée. Donc, nous sommes très heureux qu'elle soit honorée pour ses travaux sur la douleur et la maladie de Parkinson. Et je souligne aussi, Rabia, que même si c'est ta journée, essaie quand même de mettre que 30 minutes. Je vais essayer pour faire ton tour. Merci pour le rappel, Nouria. Je vais essayer. C'est vrai, d'habitude, je traîne un petit peu, je parle beaucoup, mais je vais essayer de passer rapidement sur certains aspects, puisque ça a été bien traité par les collègues qui ont parlé avant moi. Moi je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un thème qui m'est très cher, parce que je travaille dans une équipe, ou plutôt au sein d'une équipe qui travaille sur la douleur. Donc je vais parler donc, de la douleur, un fardeau sous-estimé dans la maladie de Parkinson. Donc déjà je vais parler très vite sur cette diapositive-là, puisque les symptômes moteurs de la maladie ont été largement expliqués et présentés tout au long de cette journée. Mais je vais juste faire allusion, Dominique Gouel aussi en a parlé, des symptômes non moteurs. Il y en a plusieurs, des symptômes neuropsychiatriques, des symptômes qui touchent donc le système nerveux autonome, des troubles de sommeil, la fatigue, des troubles sensoriels qui touchent l'odorat et la vision. Donc moi je vais parler du symptôme qui m'intéresse ici aujourd'hui, donc la douleur, ou plutôt les douleurs, puisqu'il y a plusieurs types, et je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui qu'il y a plusieurs douleurs et non pas un seul type de douleur. Donc tout d'abord, la douleur et maladie de Parkinson. La douleur a été déjà décrite par James Parkinson en 1817, dans sa thèse qui a été publiée en fait à ce moment-là. Donc symptômes douleur étaient déjà présents avec la description qu'il a donnée des autres symptômes. La prévalence de la douleur est en moyenne dans le cas de la maladie de Parkinson est de 56,7%. Et selon les études, on voit que le pourcentage varie de 40 à 85%. Et donc cela est dû probablement et même sûrement, je dirais, en moyen aux outils qui ont été utilisés et pour classifier, pour distinguer ces douleurs-là. Donc ça veut dire que les auteurs n'ont pas à chaque fois précisé ou n'ont pas pointé un seul type de douleur. En tout cas, en France, la consommation chronique de traitements analgésiques est de 33% chez les patients parkinsoniens, alors que dans la population générale, elle est que de 20%. Donc ça montre quand même que ces parkinsoniens, ces malades parkinsoniens, souffrent donc de douleurs avec S. Donc ça, c'était le travail qui a été fait par la neurologue toulousaine, Christine Breffel-Courbon, qui s'intéresse énormément donc, à la douleur, en tout cas en France, avec d'autres neurologues bien sûr. Donc les douleurs sont sous-estimées, et ça on est persuadé, et de fait qu'ils sont sous-estimés dans cette maladie de Parkinson, ils sont un peu, on va dire, mal pris en charge, ou bénéficient de traitements pas tout à fait adéquats. La douleur, mais ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, a un impact négatif sur la qualité de la vie, que ce soit quand c'est une pathologie à part entière ou quand ça touche la maladie de Parkinson. Et pourtant, personne n'aime cette douleur, mais je vais essayer aussi de vous convaincre aujourd'hui que la douleur, dans certains cas, est plutôt essentielle pour notre survie. Donc je mets l'exemple de ce jeune homme ici, donc un jeune homme de 12 ans, qui souffre d'une insensibilité totale à la douleur. Donc il ne perçoit pas la douleur. C'est pour ça, donc quand il ronge ses ongles, il ne s'arrête pas aux ongles, il peut aller plus loin. Donc il peut ronger aussi les doigts. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Ses doigts, donc il manque quelques doigts. Pareil, on voit aussi des ulcères au niveau de ses jambes.
parce que quand il tombe, il ne sent pas la douleur, donc du coup, il ne va pas se soigner, et donc il ne s'occupe pas de ses blessures. Donc tout ça pour vous montrer et essayer de partager avec vous que la douleur, c'est quand même une expression, une sensation, une expérience qui a un substrat biologique. Et dans le cas de ce jeune homme, de ce jeune garçon, pardon, c'est l'absence en fait de certains types de récepteurs à la douleur qui sont donc les responsables, ou la conséquence, c'est cette insensibilité à la douleur. Ces jeunes enfants, en fait, quand ils souffrent de ce type de pathologie ou de mutation génétique, malheureusement, ils ne survivent pas longtemps, ils meurent à l'âge de l'adolescence. Donc on va faire un petit peu d'histoire avec vous, mais concernant donc la douleur, car la douleur tout au long de l'histoire n'a pas eu la même signification ou la même définition. Donc on va commencer par l'époque, mais je vais aller quand même assez vite. On va commencer par l'époque d'Antiquité gréco-romaine, avec les philosophes. À l'époque, les médecins étaient aussi philosophes, pas comme maintenant. Donc on va commencer par Platon. Je suis désolée. La douleur et le plaisir sont ressentis par le cœur, parce qu'à l'époque, on pensait que le cœur était le centre de l'âme, de l'homme. Après, donc c'était Aristote, en fait, qui continue sur la même voie, et donc il pensait carrément que la douleur était en fait comme un esprit qui va pénétrer dans l'organisme à travers les blessures que l'on a. Ensuite Démocrite, qui lui va définir plutôt la douleur, la maladie, comme une altération des humeurs. Donc vous voyez que c'est pour la première fois quand on va dire on s'éloigne un petit peu de cette notion de divinité. Donc la douleur n'est pas une punition de Dieu, c'est vraiment nos humeurs, on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas qui serait à l'origine de cette sensation qu'on appelle douleur. Alors ensuite Hippocrate, dans son corpus hippocratique, lui a fait usage de drogue d'origine végétale, et comme vous le savez déjà, c'est pas la peine qu'on le rappelle, il a utilisé aussi le sucre de pavot pour ce type de traitement, par exemple, de la douleur. Galien, lui, donc il avait défini la douleur comme une passion de l'âme. Il a fait donc une description, ou plutôt une représentation très précise du système nerveux et central et périphérique. Donc, juste une petite parenthèse, centrale pour cerveau et moelle épinière, système nerveux périphérique, ce sont tous les nerfs qui relient donc le cerveau et la moelle épinière à la périphérie pour type organe des sens, etc. Donc, on va au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je vais faire plaisir à certaines personnes de la salle pour rappeler que la transmission du savoir dans le monde arabo-musulman était en plein essor à cette période. Donc, je rappelle juste en Orient Ibn Sina ou Avicenne, qui avait, donc, dans le canon de la médecine, avait décrit une quinzaine de types de douleurs, alors qu'en Occident, la douleur était considérée comme une punition divine. L'Église, qui avait quand même le pouvoir pendant cette période, mettait l'accent sur la souffrance du Christ et le présentait quand même comme un modèle de souffrance à supporter. Donc si le Christ a souffert, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne souffre pas. Donc on revient en fait à un certain immobilisme, voire une régression de ce qui a été à l'époque donc des philosophes médecins. Et cela a été, on va dire, un peu entretenu, si j'ose dire, par le fait que les dissections animales étaient interdites et les autopsies et les dissections des cadavres étaient jugées comme une profanation. Donc c'est qu'à partir du XIIe siècle que la médecine arabo-musulmane a été, on va dire, a franchi la frontière, dans l'autre sens cette fois-ci, et partie vers l'Europe. Donc je reviens à la théorie de la douleur avec René Descartes, qui le premier a proposé que la douleur était une perturbation qui partait donc de la périphérie, des nerfs, vers le cerveau,
Donc on va s'éloigner de cette expérience mystique et spirituelle pour aller vers une définition d'une sensation plutôt physique, pour se rapprocher donc de la définition qu'on a maintenant de cette douleur, qui est à la fois une transmission de l'information de la périphérie via la moelle épinière vers le cerveau, et un retour de l'information, donc une modulation de cette sensation des sens supérieurs, donc le cerveau vers la périphérie, donc pour, on va dire, équilibrer, moduler, contrôler cette douleur. On arrive à la définition moderne de la douleur, et qui est donnée, et on va dire acceptée par tous, donnée par l'Association internationale de l'étude de la douleur, l'IASP, qui définit la douleur comme ceci. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle au potentiel ou décrite dans ces termes. Donc j'insiste juste sur le fait que pour la première fois, et avec cette définition-là, on rajoute une dimension émotionnelle à cette expérience, on va dire physique ou sensorielle. Et il y a la notion, bien sûr, de lésion ou pas, qu'on va voir tout de suite après. Donc cette douleur, plutôt où les douleurs s'articulent autour de quatre axes, quatre axes fondamentaux. Une composante sensorielle, une composante affective émotionnelle, une composante cognitive et une quatrième composante comportementale. Alors la sensorielle, c'est ce que vous ressentez en fait physiquement. C'est-à-dire comment vous allez décrire cette douleur. Quelle est la nature du stimulus qui cause cette douleur? Sa durée, son intensité et sa localisation. C'est du sensoriel. La composante affective et émotionnelle, c'est ce que vous ressentez moralement. C'est-à-dire, c'est l'expression du caractère pénible, désagréable, qui accompagne en fait cette douleur. C'est un peu le retentissement sur votre affect, votre humeur, la gêne, l'anxiété, l'angoisse ou la dépression. Pour le troisième axe, donc la composante cognitive, c'est ce que vous pensez de cette douleur. C'est le sens que vous lui donnez. Et c'est un ensemble de processus qui vous permet en fait de moduler cette douleur. C'est l'attention que vous allez donner à cette douleur, l'anticipation, la mémoire, etc. Et le dernier axe, c'est la composante comportementale. C'est comment vous exprimez votre douleur. Soit vous allez, on va dire, vocaliser, crier, se plaindre, faire une posture, si on a mal au ventre, donc on va dire des postures antalgiques, repli, agitation, etc. Donc je voudrais juste partager avec vous cette donnée qui pour moi est hyper importante, c'est montrer qu'il y a des structures cérébrales qui sont impliquées dans la perception de la douleur. Ce n'est pas la douleur, c'est pas qu'une sensation, c'est quand même des structures cérébrales qui vont recevoir cette information. Enfin, on parle dans notre jargon de pain matrix. C'est grâce quand même au développement des technologies d'imagerie qu'on a pu visualiser des changements d'activité cérébrale en réponse à une stimulation douloureuse. Donc en fait, il y a on va dire des auteurs qui ont fait des études d'imagerie et qui ont stimulé, avec un stimulus nociceptif, donc douloureux, des patients. Ils ont regardé dans le cerveau ce qui se passe. Et donc, comme on le voit ici sur ce schéma-là, il y a des régions corticales, donc la partie supérieure du cerveau, des régions sous-corticales. On peut vous citer, par exemple, le thalamus, dont on a souvent parlé durant la journée, les ganglions de la base, dont on a souvent parlé aussi aujourd'hui. Ce sont des structures qui sont impliquées aussi dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez les liens entre ces deux pathologies, la douleur et la maladie de Parkinson. Donc je vais quand même avancer un petit peu sur ces données-là pour vous exposer les deux grands types donc, de douleurs qu'on connaît, des douleurs physiologiques, elles sont de deux types, soit nociceptives, soit inflammatoires, ou des douleurs pathologiques,
de type neuropathique ou dysfonctionnel. Donc physiologique, pour simplifier les choses, les douleurs physiologiques utiles pour l'organisme, les douleurs pathologiques inutiles. Avoir mal à la tête, avoir la migraine, pour nous les femmes, ça ne sert absolument à rien. C'est une douleur en fait pathologique. Donc je reviens, les douleurs physiologiques de deux types. Je commence par les douleurs nociceptives. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'inflammation. C'est juste quand il y a un stimulus nociceptif, par exemple il fait froid, un froid extrême, une chaleur extrême. On s'est tapé par exemple avec un marteau lors d'un bricolage, on s'est renversé un produit chimique. Bon, il y a une douleur et cette douleur permet donc de se retirer ou de retirer en fait l'agent ou le stimulus nociceptif. C'est le cas par exemple du feu. Si on ne fait pas attention, qu'on met la main sur une plaque chauffante, donc si on ne ressent pas cette douleur, on va laisser notre main et on va se brûler. Donc ça, c'est une douleur physiologique utile de type nociceptif. Le deuxième type de douleur physiologique, c'est ce qu'on appelle la douleur inflammatoire. Et cette douleur, en fait, elle résulte, on va dire, après une lésion. Après une lésion, par exemple au niveau du tissu, si on se tape toujours le doigt avec un marteau, si on ne sait pas bricoler et qu'on se tape effectivement le doigt avec un marteau, qu'est-ce qui se passe? Le doigt va rougir, va gonfler, va chauffer, et c'est une douleur de type inflammatoire parce qu'il y a la libération de toute une soupe inflammatoire au niveau de la partie qui est lésée, et donc cette douleur, elle est utile parce qu'on va protéger la partie lésée. Et on ne va pas l'abîmer encore plus, donc on va se protéger justement, et ça permet d'avancer ou d'accélérer la guérison de la partie donc, qui a été touchée. Donc j'espère que jusque-là les choses sont claires. Donc cette douleur, on va dire, qui est utile, adaptative et dont on a besoin, super importante, il faut qu'on la garde, tout va bien. Le problème, c'est quand cette douleur va se transformer en une douleur chronique, c'est-à-dire qu'on a une sensibilisation à long terme qui va se mettre en place. On ne connaît pas très bien les mécanismes de ce passage de cette douleur, on va dire, utile à une douleur inutile. C'est le sujet de l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. Donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse beaucoup à ce type de douleur pathologique, plus précisément la douleur neuropathique. Pour simplifier les choses, la douleur neuropathique, elle est en fait due à une lésion ou à une maladie qui aurait touché notre système nerveux, que ce soit au niveau périphérique ou au niveau central, enfin cerveau au moins épinière. Pour ce type de douleur qu'on appelle neuropathique, il y a une forte réponse neuroimmune, une amplification sensorielle, c'est-à-dire une hypersensibilité, et il est évoqué par tout type de stimuli, que ce soit faible ou fort. Tout nous fait mal si on se touche, si on applique ce stimulus. L'autre type donc, de douleur pathologique, ce sont les douleurs dysfonctionnelles. Alors là, mystère, il n'y a pas de lésion du système nerveux, on ne sait pas comment ça arrive. Il n'y a pas d'inflammation non plus périphérique, alors qu'on a les mêmes symptômes. On a une amplification sensorielle. Le problème, c'est qu'on a stimulus ou pas, on a ce type de douleur. Donc, vraiment, c'est parmi les douleurs qu'on n'arrive pas encore à connaître. Alors après, je dirais cette longue introduction, mais c'est la moitié de mon speech quand même, je te rassure Nolia. Je vais rentrer dans le vif des sujets, mais je pense que cet éclairage est très important pour comprendre la suite. On va voir la place donc, des douleurs dans la maladie de Parkinson, et vous allez voir que ce n'est pas non plus si simple, parce que ces douleurs sont multiples. Tout ce que j'ai raconté existe aussi chez les malades parkinsoniens. C'est pour ça qu'il y a un super article qui a été publié en 2012 qui nous met en garde, qui nous dit qu'il faut absolument développer des outils, des questionnaires pour arriver à classifier ces douleurs-là pour qu'on puisse mieux les traiter. Donc, juste, je vais vous présenter cette taxonomie à 4 colonnes, puisqu'il y en a 4, effectivement, et cette taxonomie-là va nous guider justement pour essayer de voir un peu plus clair dans ce magma de douleurs complexes.
Le premier, je dirais le premier point à voir ou à séparer, ce sont les douleurs qui ne sont pas liées à la maladie elle-même. Et pour simplifier encore les choses, un malade parkinsonien peut avoir des douleurs dues à son arthrose, comme n'importe quelle autre personne malade d'autre chose ou saine. De toute façon, voilà. Donc ce type de douleur, le problème c'est que le parkinsonien, qui a un problème de perception de la douleur, il va sentir des douleurs dues à l'arthrose beaucoup plus fortement que n'importe quel autre malade. Merci de me dire oui. Et donc l'autre type de douleur, effectivement, ce sont des douleurs qui sont liées directement à la maladie. Et là, on voit 3 types dans la colonne du milieu, les fameuses douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et ce qu'on appelle diverses ou autres, qu'on classifie un petit peu à part, qui ne rentrent pas dans ces 2 types de douleurs. Les douleurs nociceptives, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont des douleurs qui sont liées, par exemple, à tous ces symptômes moteurs de la maladie. Ce sont soit de type musculosquelettique, viscéral ou cutané. Il y a plein d'exemples à droite, des structures spécifiques ou des pathologies correspondantes. Les douleurs neuropathiques, pareil que pour les autres personnes, elles peuvent être soit d'origine périphérique ou d'origine centrale. Donc, si on ne fait pas un travail vraiment rigoureux, détaillé sur la classification de ces douleurs, je pense qu'on va passer à côté d'une prise en charge adéquate chez les Parkinsoniens. Donc, juste un exemple, parce que c'est un travail que j'ai trouvé super intéressant, qui a été publié en 2016 par une équipe sur les échelles qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la maladie de Parkinson, justement pour évaluer ces différents types de douleurs. Alors, il parle de l'échelle de King, qui est apparemment super intéressante et qui a été validée dans le cadre de la maladie de Parkinson. Donc, je fais juste référence à l'échelle DM4 qu'on utilise dans le cas des douleurs neuropathiques de façon générale. Celle-ci, donc, on peut l'utiliser aussi, mais il faut l'utiliser avec des compléments. Tout ça juste pour dire que c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail, je veux dire, c'est pas simple de classifier ce type de douleur. En France, on est en train de travailler encore sur les outils, justement, les valider chez l'homme pour pouvoir effectivement voir plus clair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je rappelle juste que le malade parkinsonien, lui, il a ce qu'on appelle une hypersensibilité. Toutes les douleurs que nous, on perçoit plus ou moins à notre échelle, lui, c'est amplifié chez nous. Un parkinsonien qui va arracher une dent, il ne faut pas dire, oui, t'es douillé. Non, c'est qu'il a très, très, très mal par rapport à quelqu'un qui va arracher une dent, quelqu'un de normal, on va dire, ou de sain. Et donc, ces travaux d'imagerie qui ont été aussi réalisés par Christine Breffel, qui ont été publiés en 2005, où elle a comparé 2 groupes de personnes, un groupe contrôle qui ne prend pas de médicaments avec un groupe de Parkinsoniens qui ne prennent pas de médicaments non plus. Donc elle a observé qu'il y a une hyperactivation de ces zones cérébrales qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'elle a appelé réseau cérébral de la douleur. C'est vraiment des structures au niveau du cerveau qui s'enflamment, qui sont hyperactives. En fait, là, juste un point sur le traitement effectivement à la L-Dopa, qui est le plus utilisé, et en tout cas, c'est le traitement du premier choix pour les malades parkinsoniens, c'est le Madopar ici, c'est la molécule, donc L-Dopa. Le traitement dopaminergique a un effet bénéfique, ça c'est sûr, sur les douleurs qui sont associées aux symptômes moteurs de la maladie. Alors, il y a des personnes qui se plaignent encore de douleurs, mais quand on adapte le traitement L-Dopa, on arrive quand même à, on va dire, à s'affranchir de certains types de douleurs, en tout cas liées à la maladie elle-même. Alors reste la question, est-ce que l'anomalie dans la perception de cette douleur, dans cette amplification donc, de la perception de la douleur, est-ce que c'est dû à un dysfonctionnement du système dopaminergique? Ça a été déjà évoqué ce matin par Amit. Et les travaux qui ont été réalisés au laboratoire sur le rongeur, puisqu'il y a implication, on pense aussi bien sûr que le système noradrénergique et sérotonergique est impliqué. Alors pourquoi le système noradrénergique? Parce que la dopamine
dont le parkinsonien a besoin, donc elle est transformée à partir de la L-Dopa quand il la prend sous forme de traitement. La dopamine, bien sûr, elle est utilisée chez ce malade-là par son organisme justement pour, on va dire, rétablir le mouvement ou éliminer les symptômes moteurs. Mais cette dopamine, elle est aussi transformée en noradrénaline. Donc, on ne sait pas trop qui fait quoi. Est-ce que c'est la dopamine ou la noradrénaline aussi, parce qu'on peut, la personne ou le parkinsonien prend la L-Dopa, mais dans son organisme, il utilise la dopamine et la noradrénaline. Quant au système sérotoninergique, c'est pas vraiment on va dire le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur laquelle je travaille avec Pascal Fossat et Mac Landry en collaboration avec Hamid, sur ces contrôles descendants qui sont hyper importants et qui utilisent donc cette substance, la sérotonine, en plus de la noradrénaline, pour moduler et contrôler cette douleur. Donc juste un petit résumé, je viens de le dire, je ne vais pas encore le répéter. Traitement médicamenteux donc à la dopamine, donc L-Dopa. Ça agit sur les douleurs qui sont liées donc aux symptômes moteurs. Pour les autres symptômes, les autres douleurs, il faut quand même soulager les malades, les parkinsoniens. Il faut proposer soit des antidépresseurs, des antiépileptiques ou d'autres traitements comme les opioïdes selon, on va dire, le type de douleur qu'ils présentent. Puisque c'est la journée de la stimulation cérébrale profonde, donc je vais dire juste un mot sur la douleur chez les parkinsoniens qui sont stimulés. Et donc, pour vous citer une étude qui a été faite, une belle étude qui a été faite sur 8 années, qui a été publiée par Jung en 2015 et qui montre donc une nette amélioration des douleurs dans la maladie de Parkinson de façon générale, et que, comme les symptômes moteurs, l'efficacité de la stimulation sur certains types de douleurs, elle est stable et efficace durant les 8 années. Cependant, il rapporte que dans certains cas, l'efficacité n'est pas suffisante pour traiter les douleurs musculo-squelettiques. Donc je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, mon petit schéma pour vous montrer qu'il y a plein de structures cérébrales au niveau du cerveau qui sont impliquées à la fois dans la pathologie douleur, parce que c'est une pathologie à part entière, et dans la maladie de Parkinson, donc le thalamus et les ganglions de la base qui ont été largement, on va dire, présentés aujourd'hui. Et donc, il est juste essentiel, voire vital, pour comprendre la physiopathologie de la maladie de Parkinson et de comprendre aussi la physiopathologie de la douleur, que ce soit de façon pure ou dans le cadre de cette maladie-là. Il est indispensable de revenir au laboratoire pour réaliser malheureusement des expériences sur les animaux. Et ça, c'est obligatoire pour comprendre les choses. Alors, on est en train de travailler sur ces animaux-là, justement, pour essayer donc, de comprendre l'implication du système dopaminergique, le rôle des ganglions de la base dans la perception et de la nociception, puisque ces ganglions de la base ne fonctionnent pas comme il faut dans le cadre de la maladie de Parkinson, et on essaie aussi de voir le rôle du thalamus, qui est une substance clé aussi dans la transmission des messages dans le cas de la douleur. Donc, juste pour partager avec vous aussi une étude qu'on a publiée il n'y a pas très longtemps avec l'équipe d'Amid chez Laura Siswagia, qui a été déjà présentée aussi ce matin. Donc, ici, je vous présente dans les histogrammes du haut, là, à droite, on montre que chez le rat Siswagia qui est lésé, donc le rat parkinsonien, du côté qui est lésé, par une technique particulière, l'HPLC, on montre que la dopamine a chuté de façon drastique au niveau donc, du côté, au niveau du striatum, côté donc lésé. Et en bas, vous avez une magnifique immunohistochimie. Au niveau du striatum, donc à gauche, on voit la couleur verte. Ça veut dire que la dopamine est présente. À droite, donc comme le cerveau est symétrique, le côté droit lésé, aucune trace de la dopamine. Et la figure de droite, pareil pour la substance noire, on voit à gauche les corps cellulaires
bien remplie, on va dire, de dopamine, alors qu'elle est absente du côté gauche. Juste pour vous montrer qu'on est obligé de reproduire la maladie chez l'animal pour pouvoir effectivement faire ces va-et-vient entre la clinique et la recherche. Donc ici, ce sont des histogrammes qui montrent un déficit aussi de locomotion, ou plutôt de l'activité locomotrice chez les animaux parkinsoniens comparés donc, au contrôle, à des animaux sains. Et à droite, une asymétrie qu'on voit côté droit versus côté gauche chez l'animal lésé par rapport à l'animal contrôle. Donc, concernant la douleur, et je ne comprends pas ce qui se passe, on va essayer de revenir. Normalement, c'est presque la fin. Hein. Vous voyez, je pense que même j'ai rattrapé le retard. Hein. Attends, rien à dire. Hein. Donc, en fait... c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, on revient donc à notre douleur. Le thème d'aujourd'hui, la douleur dans le cadre de la maladie de Parkinson. Bien sûr, on a évalué la douleur chez l'animal, chez nos animaux parkinsoniens comparés aux animaux contrôle. Et donc, ce que vous voyez ici à gauche, allodynie mécanique, c'est-à-dire on mesure le seuil de retrait de la patte de l'animal quand on lui présente par exemple une stimulation mécanique. On applique une pression sur la patte correspondante au côté lésé et on le compare au côté non lésé. Donc on voit qu'il y a une diminution du seuil de retrait de la patte qui montre une hypersensibilité mécanique de nos animaux. Pareil pour l'hypersensibilité thermique. C'est-à-dire on applique un faisceau laser qui va chauffer au niveau de la patte. Alors je vous rassure, l'animal est libre de ses mouvements. L'animal quand il n'en peut plus, quand il n'a pas envie, il se promène dans la cage ou il retire sa patte et on arrête là. Hein. Parce qu'il y a, merci monsieur Violac d'avoir parlé des comités d'éthique chez l'homme, mais je peux vous assurer qu'au niveau européen, on a frôlé même la ligne rouge. On a un comité d'éthique extraordinaire, pratiquement qui met les bâtons dans les roues pour ne pas faire de l'expérimentation animale. Hein. Nora, tu confirmes, et je pense tous les chercheurs. C'est pour ça qu'on voudrait peut-être transférer nos recherches de l'autre côté de la Méditerranée pour peut-être une dizaine d'années, parce que ça va venir ici aussi. Donc, je reviens donc au thème du sujet, juste pour vous dire que sur ces animaux-là qu'on voit sur les histogrammes de gauche, donc en rouge, c'est le côté donc, droit, plantartesque, c'est juste la machine ou le système qu'on utilise pour étudier donc étudier l'allodynie, ou l'hyperalgésie thermique, et en bas, mécanique. Et à droite, c'est les histogrammes les plus importants. Quand on va appliquer un traitement à l'apomorphine, qui est un agoniste dopaminergique, qui est aussi utilisé par des pompes chez les malades parkinsoniens, on rétablit donc cette sensibilité, comme on le voit sur l'histogramme en bleu, là au milieu. Je n'ai pas de pointeur. Ah, voilà. On le voit ici, donc vous voyez une augmentation du seuil, que ce soit thermique ou mécanique. On confirme pour une fois les résultats qui sont obtenus aussi chez l'homme. Alors, chez l'animal, on peut aller un peu plus loin et pour essayer de savoir quels sont les récepteurs qui sont impliqués dans cette réponse, donc on peut appliquer par injection intrathécale chez l'animal des agonistes dopaminergiques des récepteurs D2 ou D1. Donc, ce sont des résultats qui viennent de tomber là. Donc, on arrive à améliorer aussi les seuils de la douleur, ou de la perception de la douleur, plus avec des récepteurs dopaminergiques de type T2 que de type D1. Et donc, je vais bientôt finir pour revenir donc à mes contrôles descendants, juste pour vous dire qu'il y a effectivement les traitements médicamenteux, mais je voulais juste rappeler que cette douleur, elle peut être contrôlée, elle peut être modulée par plusieurs facteurs émotionnels, cognitifs, et on peut rentrer soit dans des cercles vertueux, on va dire, si vraiment on est dans un état de bien-être,
de soutien social, etc. Il y a d'autres stratégies aussi qui jouent là-dessus. On peut cependant rentrer dans des cercles vicieux, c'est-à-dire on ressent la douleur, on ne se sent pas bien, on déprime, ça va augmenter notre perception de la douleur et on rentre dans un deuxième cercle qui est vicieux. Donc c'est le bien-être, le soutien, je pense l'accompagnement familial et de vos médecins, c'est hyper important pour les malades qui ressentent la douleur. Je vais finir là, juste pour vous rappeler quelques petites règles d'or, je dirais. Il faut toujours demander aux patients, que ce soit parkinsonien ou autre, s'il a mal, et surtout le croire. Surtout croire quand il vous dit que j'ai mal. Il y a des médecins, quand on dit, ben oui, vous avez mal, mais comme ils ne voient pas de blessure, ils ne voient pas, ah ben oui, donc ils délirent et tout ça. Non, il faut absolument le croire. Et ça, ce sont des règles des centres antidouleurs de France. Il y en a maintenant une quinzaine de France. Ils font un travail formidable, justement, pour soutenir, soulager les malades qui souffrent de douleur, mais qu'on n'arrive pas à traiter. Donc le deuxième point, c'est écouter sa réponse et respecter son choix. En France, en tout cas, il y a des personnes qui disent « Oui, je souffre et tout ça, mais je ne veux surtout pas de médicaments, proposez-moi autre chose. » Donc il faut que le médecin, il est là justement pour... il guide, mais surtout, il est à l'écoute de son patient. La troisième règle, c'est traiter quand c'est possible les causes de la douleur. Vous êtes médecin, donc je dirais vous êtes là pour ça, pour soulager et traiter la cause quand on la connaît, des fois on ne la connaît pas. Il faudrait évaluer aussi ces variations de douleur, justement pour ajuster les traitements, ajuster le traitement en fonction du besoin du patient. Et ça, franchement, les centres antidouleurs en France font un travail vraiment là-dessus, ajuster le traitement en fonction du besoin du patient. Ça, c'est très très important. Et en dernier point, prévenir et traiter les effets secondaires, parce que comme tout médicament, bien sûr, il a un effet bénéfique, mais il a aussi un effet secondaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rabia. Bon, avant de donner la parole à l'Assemblée, il y a un super médicament au Maroc contre la douleur qui s'appelle Sabr. Il y a ça. La patience. C'est la résistance à tout. L'endurance. Tout à l'heure, j'ai exprimé de façon paradoxale, je crois, cette notion d'expression de la douleur, pour en rester à son dernier chapitre, la partie subjective. Est-ce qu'on peut introduire une différence par genre? Autrement dit, pour rester un petit peu caricatural, est-ce qu'une femme ou un homme exprimeront de la même façon leur douleur? Et est-ce que scientifiquement, ça repose sur un fondement scientifique? C'est une très bonne question. Effectivement, il y a eu des études, il y a pas mal d'études qui montrent des différences dans notre comportement face à la douleur. Pour une fois, en tout cas, ce qui ressort, c'est que les femmes supportent plus la douleur que l'homme. Je rajouterai une bémol, c'est que la douleur aussi, c'est tout un vécu, c'est-à-dire c'est toute l'expérience de notre vie qui fait que on va vraiment supporter, moins supporter, se comporter de telle ou telle façon. C'est-à-dire l'expérience elle-même de notre vécu va, on va dire, façonner notre vision actuelle face à la douleur. C'est une base scientifique? Y a-t-il une base scientifique? Je vais peut-être laisser, mais c'est une excellente question, Aziz Morkish, qui est spécialiste aussi de la douleur, qui travaille à Marseille. Je vais le laisser parler pour tout ça. En fait, juste pour ajouter un peu plus à la question, c'était justement scientifiquement prouvé, dans la mesure où ce qui a été demandé dans une étude, c'est un groupe de femmes et un groupe d'hommes à qui on a donné en fait une auto-injection de morphine suite à une opération ou quelque chose comme ça. Et donc après ça, ils se sont rendus compte que les hommes s'injectaient beaucoup plus de morphine que les femmes. Donc, est-ce que ça sous-entend que les femmes ont plus grande tolérance à la douleur que les hommes? C'est pas sûr. En fait, peut-être ça peut être aussi
une expérience culturelle à travers les accouchements, à travers les règles, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'il est possible que la femme et l'homme soient connectés différemment et que, quelque part, il y a cette réponse qui est faite de façon à ce niveau-là. Après, chez les modèles animaux, il y a des différences, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, où il y a vraiment des aspects hormonaux, des aspects de modulation du système inhibiteur au niveau du système nerveux central et périphérique qui font qu'il y ait des différences comme ça. Pour compléter ce que dit monsieur, bon, d'abord la femme enfant. Oui. La jeune femme a les douleurs menstruelles. Donc la femme a l'expérience de la douleur dans des conditions physiologiques normales, c'est-à-dire sans maladie, sans rien du tout. Donc je pense que ça, c'est une école de renforcement et donc c'est ce que je disais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors moi ce que je voulais dire c'est par rapport aux hormones, je pense que la femme ménopausée a une douleur différente, elle perçoit différemment la douleur que la femme non ménopausée. Je l'ai expérimenté. J'ai plus facilement mal après un coup, après une émotion non présente, après la ménopause qu'avant. Donc je pense que les oestrogènes pourraient peut-être jouer un rôle important comme elles jouent un rôle très important dans toute la physiologie du système nerveux central. Bon, après moi j'ai une question par rapport au Parkinson. Est-ce que les seuils de sensibilité à la douleur ne changent pas chez le malade Parkinson? Ah oui, tout à fait. Il s'agit de la douleur nociceptive. Alors, effectivement, les malades parkinsoniens, comme je l'ai dit tout à l'heure, perçoivent plus, ou alors de façon amplifiée, la douleur nociceptive, parce que leurs seuils sont plus diminués. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites chez les Parkinsoniens, où ils ont montré de façon d'ailleurs douloureuse, ça c'est paradoxal, douloureux ou pas douloureux, les seuils sont plus bas chez le Parkinsonien. Mais elles sont plus bas encore du côté, par exemple, qui est le plus lésé. C'est-à-dire comme le Parkinsonien au début, il va apparaître d'un côté plus que de l'autre. Donc du côté là où les symptômes semblent plus, on va dire, difficiles ou les plus marqués, le seuil est plus bas que l'autre côté. Mais on a déjà rapporté que le malade parkinsonien, on va dire, elle est plus susceptible d'avoir mal que d'autres. Donc si vous avez autour de vous, c'est ce que je dis toujours, des malades parkinsoniens, s'ils se plaignent, c'est que c'est vraiment, ils ont vraiment mal. Pour la douleur nociceptive notamment. Donc ça c'est prouvé et c'est publié, ça on le sait, effectivement. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir et monsieur aussi. Et je voulais juste, parce que dans la présentation, il y avait que la stimulation cérébrale profonde, elle améliore la qualité de vie, et notamment la douleur aussi, mais pas pour les douleurs. Effectivement. Oui. Y aurait-il une possibilité que cette douleur qui est liée à la maladie de Parkinson n'est pas exclusivement due à l'altération ou dysfonctionnement des systèmes dopaminergiques et tout ça, mais aussi à une altération des terminaisons nerveuses périphériques et nociceptives aussi? C'est possible, effectivement, c'est possible. Tout ce qu'on sait, c'est que la stimulation cérébrale profonde, elle reproduit, on va dire, les mêmes effets que la L-Dopa, que le traitement dopaminergique. Donc on a plutôt tendance à dire que ça agit effectivement là où la dopamine on a besoin. Donc la dopamine et on l'a vu tout à l'heure aussi, dopamine et peut-être aussi noradrénaline. Donc on n'arrive pas encore à voir la différence entre les deux systèmes. Donc il est possible qu'il y ait d'autres facteurs effectivement qui jouent là-dedans. Ça, il faudrait que la recherche avance en ce sens justement pour apporter plus d'éléments. Donc merci Yazid pour cette question. Donc juste pour rappel, Yazid c'est mon ancien Master 2 qui a fait son Master dans le service dans l'université Qadia Iyad à Marrakech avec professeur Bennis et qui est venu en France pour faire un stage chez moi, donc dans l'équipe à Bordeaux. Donc je suis ravie aussi de te revoir ici. Voilà, je te souhaite une bonne continuation pour ta thèse. Oui, madame. Fatiha.
Oui, je voudrais ajouter un mot à la remarque de Mme Nouria, c'est-à-dire qu'il y a au Maroc. C'est-à-dire j'ai travaillé en France et puis bien sûr ici au Maroc. Et là, le ressenti de la douleur, et vraiment j'étais impressionnée par le ressenti de la douleur en France. C'est-à-dire rapidement, sur une échelle EVA sur 10, les Français avaient toujours des 7, 8, 9 sur 10. Alors, attends, excuse-moi. Comment dans ce cas-là, tu vas placer les franco-marocains dans ton échelle? Parce que on doit être entre les Marocains qui vivent ici et les Français qui vivent là-bas. Comment... Je ne peux pas te répondre, mais c'est-à-dire qu'en revenant au Maroc, donc là, les patients avaient des douleurs de 4 sur 10, de 5 sur 10, pour les mêmes types de douleurs, les mêmes plaintes. Donc il y a quand même peut-être une expression différente, un vécu différent, et ça reste un champ de recherche. C'est-à-dire que la douleur, il faut l'explorer chez les patients marocains. Voilà. Donc par rapport à la stimulation, effectivement, l'implication du système dopaminergique, j'ai travaillé également sur ce seuil de douleur et où effectivement le seuil de douleur était abaissé chez les parkinsoniens, qu'on arrivait à rétablir avec la dopamine, et puis chez les patients après stimulation. Et donc effectivement, ils retrouvaient après la stimulation donc un seuil tout à fait normal. Voilà, merci pour ces prévisions, merci beaucoup. Donnez la parole à Madame Fatiha Noutia, s'il vous plaît. Je suis un petit peu étonnée depuis le temps qu'on utilise le modèle de la cisidroxydopamine, donc le modèle expérimental chez le rat, la souris, de se rendre compte qu'il y a une douleur chez ces animaux. Et donc ma question est, l'apparition de la douleur, elle est progressive, elle est juste après, c'est à quel moment elle augmente, elle diminue, comment elle progresse? J'ai pas lu votre article. Alors, en fait, ce modèle qui est très utilisé dans l'équipe de Hamid, puisque c'est son modèle de travail pour la maladie de Parkinson, effectivement, l'idée d'une collaboration douleur-Parkinson est née depuis un certain temps, mais on n'a pas eu le temps de la concrétiser. C'est un travail qui date d'il y a 2 ans à peu près. Et effectivement, comme la maladie de Parkinson, excellente question, dans la maladie de Parkinson, c'est une maladie en fait évolutive pour les symptômes moteurs, et le modèle 6HDA, effectivement, il est stabilisé à partir de la 3e semaine, puisqu'on avait déjà publié quand on était à Bordeaux sur ce modèle-là, et on a montré qu'il y a une perte de neurones qui est progressive, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça y est, on atteint le taux de 70% de neurones, on va dire, qui disparaissent pour commencer toutes les manips à 3 semaines. Et le seuil de la douleur, on l'a fait, les premières, bien sûr, comme on ne savait pas du tout, nous aussi on était comme toi, on ne savait pas trop si ce modèle-là présentait une douleur, et on a commencé à faire, parce qu'Hamid, il est comme ça, hein, c'est vraiment un travail, ces étudiants savent un peu comment il fonctionne, c'est vraiment, on va dire, un travail de base et de titan, que voilà, on va comprendre, alors comment ça va évoluer. Effectivement, le seuil était bas la première semaine, mais il évolue justement avec la progression donc de l'installation de la maladie pour se stabiliser. Lui aussi, il n'y avait pas une grande différence, on va dire, entre 2 et 3 semaines. Et c'est pour ça qu'on a décidé pour la suite des expériences de se mettre dans les mêmes conditions à 3 semaines. Il y a une petite évolution effectivement du seuil. À partir de la première semaine, il y a une baisse du seuil thermique et plutôt mécanique plus que thermique. Donc, Aziz, peut-être veut rajouter quelque chose? On fera la dernière intervention et puis on passera à la prochaine. C'est juste une question, Lamia. Oui. Quand tu utilises le modèle 6HDA, tu as un problème avec le membre supérieur, c'est ça? Dans un premier temps. On utilise les pattes arrière. Non, mais pour la partie motrice, c'est souvent avec la perturbation du membre supérieur. Enfin, en tout cas, pour la symétrie, effectivement, on la mesure avec les pattes avant, effectivement. Voilà. Et donc, du coup, les mesures nociceptives pour voir un peu si tu as le dynie mécanique et thermique, oui. elle est faite sur les membres inférieurs. Toujours les pattes arrière, oui. C'est là où on peut oui, faire tout à fait. l'expérience. Tout à fait. Donc, tout à ça fait. voudrait dire en fait qu'il
il y a une lésion qui va affecter les membres supérieurs d'un point de vue de motricité, etc., Oui. qui n'arrive pas encore aux membres inférieurs, et ces membres inférieurs, apparemment, ils ont l'air d'être atteints. Je vois Étienne qui dit non. Non, c'est juste par rapport à une motricité. La motricité, ça va jusqu'en bas. D'accord. Mais en tout cas, les mesures effectivement du step-in, par exemple, on le fait parce que c'est l'appui, donc on le fait effectivement avec les pattes avant. Les mesures de douleur, des seuils, on les fait avec parce que l'appui elle est plus important, la patte elle est plus développée, on le fait à la. Est-ce que vous avez essayé après une inflammation par exemple, voir si très bonne question, c'est dans les clous, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaiterait développer, injecter du CFA au niveau de la patte et voir on va dire les réponses après, on va dire la mise en place de l'inflammation, effectivement. Bon, merci beaucoup Rabia. Si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir en discuter avec elle plus tard. Nous allons passer à la dernière intervention.